je crois que personnellement, j'ai des traces de tout ce passage. J'ai pas pu me guérir de ça. Et j'ai des traces psychologiques, voire plus. Moi, je ressens que ces traces psychologiques me pèsent plus lourd que toutes les tortures. Ces traces psychologiques, on va les appeler les syndromes schizophréniques, c'est que quand tu sors d'une histoire comme ça, tu as envie de parler et les gens ne veulent pas t'écouter. Ils ne veulent pas t'écouter parce que c'est lourd à écouter déjà et à comprendre. Donc, toi, tu as une réalité qui est la tienne, qui est choquante, qui est marquante, et tu as ton entourage qui a une autre réalité. Une réalité où ta réalité à toi n'a pas de Dieu, n'a pas de place. Et donc tu dis, je suis fou, je m'invente des réalités. Voilà, je me sens schizophrène. C'est ce que j'ai ressenti pendant des années, des années. Peut-être coupable, parce que je n'ai pas forcé à parler. Je me suis enfermé. C'est ce qui est arrivé à la sortie de tous les passages historiques où le fascisme a créé ces traumas dans la population. Il y a eu ces syndromes schizophréniques. Je répète pour moi, il faut davantage de maps parce qu'on se dit, mais purée, c'est comme si je venais d'avoir un accident de la route. Je vais voir quelqu'un et personne ne me demande, il y a un camion qui est passé au-dessus et il ne s'intéresse pas à ça. Ça te choque. Même le déni des organismes publics chiliens, qui est un déni fasciste, exprès, non, ça n'a pas existé. Ce déni vient renforcer le déni des civils. Ouais, ça n'a pas existé. J'ai eu ces dégâts psychologiques et je commence à m'en sortir du fait de parler l'année 2008, quand j'ai fait mon bouquin. Mais là, maintenant, à nouveau, du fait qu'il y a ce musée avec des maquettes du Lébou, on m'a demandé de faire des témoignages. Ça m'a permis de parler de ça, de rattraper ce retard, de parler, de communiquer. Mais bon, tout ça, ça m'a laissé des dégâts psychologiques, mais pas seulement à moi. Tout ça, ça a été une, ça a été un clash terrible pour la famille, pour mon ex-épouse, pour mes deux enfants. Sans rentrer dans les détails, eux, ils ont beaucoup souffert aussi de toute cette situation. Et donc, il y a eu une nouvelle famille de créer et qui a permis un peu de tourner tous ces pages noires. J'ai un côté chilien, du vrai Chili, qui a duré 10 ans, pas plus. Par contre, ma vie à l'étranger, quand je suis parti du Chili, elle est bien plus longue. Et j'ai plus d'Afrique chez moi. J'ai vécu davantage en Union soviétique, en Afrique, au Mozambique, en Angola, en Algérie, en Espagne, plus que ce que j'ai vécu au Chili. Et j'ai pu m'intégrer à d'autres luttes de pays qui voulaient aussi un monde meilleur. J'ai vécu en Union soviétique. C'était les années 79, avec une position assez particulière parce que j'étais comme élève de l'Institut du marxisme-léninisme qui dépendait du comité central du Parti communiste d'Union soviétique. En tant que moi, membre coopté du comité central du Parti communiste chilien. Alors là, on avait tous les moyens, des salles de réunion avec des interprètes, on continue toutes les langues. On n'était là que pour discuter politique toute la journée. J'avais un appartement, je vivais comme je voulais. Mais ça m'a choqué parce que déjà, j'avais commencé à étudier les inégalités d'une façon mathématique dans différents pays. J'étais arrivé à la conclusion que dans les pays socialistes de l'époque, il y avait
autant d'inégalités qu'il pouvait avoir dans les pays les plus développés européens, comme le Danemark, la Suède. C'était équivalent. Même coefficient de Gini. Bon, c'est sûr, dans ces pays-là, c'est les patrons d'entreprises qui ont la part du gâteau. Là-bas, non, c'est les hauts fonctionnaires, les hauts apparatchiks, avec 2 maisons, 3 maisons de campagne. Donc, niet panimai, marxisme, stalinisme, ça veut dire en russe, je comprends pas votre marxisme stalinien, quoi. Avec des magasins où tu peux acheter, pas donner à tout le monde, acheter en dollars. Donc voilà, donc j'ai vu comment ça commençait à pourrir le système soviétique. Je n'oublierai jamais un jour, les jeudis, on avait une conférence libre, donnée par des hauts fonctionnaires. Et un haut fonctionnaire du ministère des Relations étrangères, russe, nous donne une conférence sur, en regardant de très loin, en prenant beaucoup de recul. Voilà, le socialisme a commencé, l'Union soviétique, machin, le temps avance, et puis, voilà que le bonhomme, il nous dit, le socialisme, on n'arrive pas à avancer plus. Quand il dit à avancer plus, c'est à avancer pour lutter contre les inégalités, ça compte pas. Et je pense que peut-être il va falloir un jour sortir du socialisme, qui dit ce russe. Moi, j'étais dans un groupe où il y avait encore 10 Chiliens. Après, ils n'ont pas entendu ça. C'était tellement grossier que ça n'a pas pu rester dans les oreilles. Et il dit voilà. Et peut-être la solution pour sortir du socialisme, c'est utiliser l'exemple de Pinochet. Le monde s'est dérobé sous mes pieds. Donc j'ai eu des grandes désillusions. C'est pas la faute à Pinochet, mais c'est pour vous raconter, j'ai eu des grandes désillusions au Mozambique. J'ai connu le premier président mozambicain, Samora Machel, en Algérie. Et lui, il est parti après l'indépendance du Mozambique, il a pris ses fonctions de président. Et il m'a confié pendant 2 ans le bureau, qui était payé par les Algériens, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, les Mozambicains. Le jour de l'indépendance, il restait un seul médecin pour tout le Mozambique. Donc, j'ai été ambassadeur du Mozambique pour l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Et je suis resté vivre dans l'appartement, les machins, je vivais, soi-disant, dans l'ambassade mozambicaine, payée par les Algériens. Et j'ai vu quelques années après comment tout ça s'est cassé la figure. Ils l'ont tué, Samora Machel, quelques années après. Pareil, je ne peux pas oublier toutes mes histoires avec l'Angola. Agostino Neto, c'était le premier président. Lui, il est mort en Union soviétique, d'une longue maladie. Et puis l'Algérie, c'est ce pays qui avait un socialisme à l'africaine, j'en conviens. Mais c'était les moyens de production pour bénéficier tout le monde. Et son président ne mettait pas l'argent dans la poche. Et tout ça, avec la mort de Boumedienne, ça a été la mort du socialisme algérien. J'ai été foutu dehors de l'Algérie, parce que j'étais trop colludé avec l'appareil de Boumedienne. Tout ça, ça fait trop. J'ai cumulé, quoi. J'ai cumulé de désillusions. N'en parlons pas de la désillusion chinoise, où ce grand pays s'est mis, en tout cas les hauts dirigeants, à s'intéresser, à créer des multinationales colluder avec des multinationales pour devenir l'atelier du monde au bénéfice de ce capital international et à leur intérêt, puisque tout ce qu'eux, ils s'intéressent, ils ne se rendent même pas compte. C'est de se venger d'avoir essayé d'être colonisés il y a 200 ans par l'Occident. Ils veulent écrabouiller l'Occident par l'économie. C'est terrible de voir cela.
j'ai été au Lébou, plus d'une fois, j'ai rêvé d'être dans un bateau de croisière ou dans un voilier, au lieu d'être obligé à être dans un stock de détenus pour aller à des tortures et avoir à s'écouter bramer de douleur. J'ai rêvé de ça. On a le droit de rêver. Et puis voilà. Moi, maintenant, j'ai la possibilité, j'habite près d'un lac, et on a la possibilité, j'ai rêvé de faire un tour en voilier avec des amis, avec des ex-torturés du Lébou. Donc, vous êtes tous invités, si vous passez par la France, 200 km de Paris, à 10 km de chez moi. On fait un tour symbolique, un tour maritime de la libération. C'est un fantasme, veuillez m'en excuser. Peut-être vous avez d'autres, mieux, mais moi je suis là. Il y a cette tarte. On a rajouté une cerise qui est la trahison de mon père et de ma mère. Pourquoi je parle de trahison? Je vous raconte. Moi, étant prisonnier politique à Valparaiso, sous les griffes des officiers fascistes, mon père, un grand fasciste, un fasciste avec des armes à la main, lui, il a été à Valparaiso. Tout ça, je l'ai su bien tardivement, avec ma sœur. Il a demandé rendez-vous avec les officiers. Et il a déclaré aux officiers que lui, il faisait un triangle amoureux entre lui, moi et une fille qui s'appelait Ángeles Armenteros. Et que c'est comme ça que j'ai eu des idées marxistes dans la tête, tout en étant professeur des officiers. Bien sûr, elle, on l'a fait prisonnier, on l'a torturée, elle a fini exilée au Venezuela. Mais pourquoi il a fait ça, mon père? Parce que tout ce qui lui est arrivé, qu'on lui a exproprié des terres, qu'il a déposé le bilan, etc., il trouvait que c'était ma faute à moi, que je ne me suis pas intéressé à ses affaires, que les terres lui avaient été volées grâce à moi, comme quoi c'est moi qui avais été... Rien à voir. Moi j'étais dans un mouvement comme ça, il y a eu la réforme agraire chilienne. Donc lui, contre moi, il a pris une haine absolue. Donc si j'étais emprisonné, il fallait que je paye. Voilà le but de son voyage. Mais attention, le but de son voyage, c'était inventer, dire des mensonges. Pourquoi? Parce que cette fille, Armenteros, c'était mon père qui lui achetait son appartement. Parce que mon père devait de l'argent à son père à elle. C'était des Basques. C'était un ancien employé de mon père. Et donc, il remboursait en payant l'appartement de Viña del Mar. Et avec cette manip, on n'a plus rien à payer. L'autre, il a dû s'échapper, et puis n'en parlons plus de l'appartement. Il faut être très vache quand même, pour faire un truc comme ça. Même si c'est mon père. Il y a les assassins, ils font golo-golo, ils ont des enfants. Il y a des enfants qui ont le droit de dire « j'ai un père assassin ». C'est la réalité, c'est la vérité, même si ça choque. Il n'y a pas eu que ça. Là, j'avais une grande tante, du côté de ma mère. J'étais son préféré. J'étais son préféré parce que, une histoire, personne n'allait la voir parce qu'il était mal vu. Il avait de l'argent, mais il était mal vu, parce qu'il avait un tout petit peu de sang indien. Et elle, personne n'allait la voir. Et moi, j'allais la voir toujours. C'est pour ça que j'étais son chouchou. Une fois, il y avait un robinet qui s'est cassé chez elle. J'ai été le réparer, mettre des caoutchoucs pour qu'il ne fuit pas. Il avait un jardin pour arroser. Et comme je l'ai réparé, elle cassait elle avait 90 ans, elle recassait le robinet. Pour m'appeler, si tu peux venir, et je venais. Donc c'était un jeu. C'était une coquine. Elle m'a laissé toutes ses maisons, tout son argent, toutes ses économies. Et puis, voilà, elle est morte
malheureusement, toute seule en 1974, une année après le coup d'État. Elle est morte dans un autre Chili. Et le fasciste de mon père a été lui arracher une signature dans le lit de mort. Et tout ça a été mis au nom de ma sœur. Une expoliation en bonne et due forme. Des années après, je suis revenu au Chili, avec la preuve de tout ça, qui m'a été du mal à les recueillir. Et ils m'ont dit, ben voilà, les 30 années se sont passées. Il y a prescription. Voilà. Je m'excuse, mais la famille de mon père et ma mère, c'était une famille indécente.